bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures, 13h50 exactement. On va recevoir dans un instant Madame Amélie Belfort, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va aussi recevoir Madame Véronique Magloire, bonjour. C'est une habituelle. Et Monsieur Fred Citadel, bonjour, merci d'être avec nous. Plus tard, on parlera cinéma avec Cyprien Vial et Théo Christine. Et on va terminer avec la chronique de Sylvie Rosier, l'information Cinéma News en rose. Oui, en rose aujourd'hui. Alors, nous allons parler au niveau de l'actualité de la mobilisation au lycée de Sainte-Anne contre la fermeture des classes. On parlera aussi de la sensibilisation à la sécurité des citoyens avec le groupe Nation. Il était question du carnaval et de l'élection du prince et de la princesse du carnaval. On reviendra sur cet événement ainsi que sur le centenaire, la centenaire donc de Sainte-Anne, Manloulou, qui a été célébrée. On va commencer par les interviews de Maurice Cessé, notamment l'interview de Jean-Philippe Courtois qui annonce l'inauguration au mois de juin prochain de la Maison de la Guadeloupe, donc à Paris, par le conseil départemental. Donc c'est une maison qui sera un lieu ressource d'échange et de valorisation du patrimoine guadeloupéen. On voit un reportage. Bien, ben voilà, on va commencer tout de suite avec nos invités. Madame Belfort qui vient de parler du village qui aura lieu à partir du 21, je crois, c'est à Marie-Galante, c'est bien ça? Tout à fait, c'est le village départemental. Donc on commence avec les communes de Marie-Galante et plus particulièrement Capesterre de Marie-Galante, mais tous les Marie-Galantais y sont invités. C'est un village qu'on appelle la coupe papillon. L'idée, c'est de revenir à cette petite culture traditionnelle. Non, ce n'est pas un tiers-lieu. C'est vraiment un village. Enfin, en tout cas, ce sera sur la place. Donc, l'idée, c'est de garder cette envie d'être proche, on va dire, de nos concitoyens et d'apporter une information claire et précise sur nos dispositifs départementaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce village? Alors, ce sera bien plus qu'un événement. C'est vraiment un lieu convivial où tout un chacun qui a besoin de réponses ou d'une solution, tout simplement d'un accompagnement sur le long terme, pourra venir à la rencontre de nos services qui seront présents, que ce soit l'enfance, l'insertion, l'emploi, l'accompagnement des associations culturelles et sportives. Les fonds européens sont également présents, nos ambassadeurs jeunesse aussi, pour accompagner la population sur ces questions quotidiennes. Et j'imagine que le président sera là? Bien évidemment, le président viendra ouvrir ce premier village, qui est le premier d'une grande suite, qui viendra tout au long de ces prochains mois accompagner l'ensemble des concitoyens. Alors, les villages seront uniquement dans les îles du Sud ou même dans d'autres régions de la Guadeloupe? Alors, ils seront un peu partout. Donc, on commence par les îles du Sud, puisqu'on connaît les problématiques dues à la double insularité, le vieillissement de la population. Donc, on a souhaité d'abord faire un focus donc, sur cette île de Marie-Galante. Mais bien évidemment, on ira à la rencontre de tous les Guadeloupéens. Bon, on aura l'occasion de vous revoir à ce moment-là. Fait. Alors, on va parler des tiers-lieux. Pour les gens qui ne savent pas, Madame Magloire, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu? Alors, un tiers-lieu, c'est en fait un espace hybride où les gens peuvent y retrouver en fait donc des espaces de formation, de coworking, mais aussi des espaces de convivialité. Donc ce sont en fait donc de nouveaux lieux qui se développent en Guadeloupe depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Ah bon, tout ça? Le plus connu est le Fab Lab de Jarry, qui est devenu le Fab Lab de Guadeloupe, et donc qui a joué un rôle pionnier en matière d'accompagnement de la population, en matière donc notamment en cas de catastrophe naturelle et aussi de lutte contre les nuisibles, puisque le Fab Lab par exemple, de Guadeloupe a mis au point un piège pour attraper des moustiques et qui a d'ailleurs été récompensé au concours Lépine. Donc les tiers-lieux, en fait, on en avait de plusieurs sortes. On en avait à vocation culturelle comme Kanawa à Trois-Rivières, d'autres qui sont beaucoup plus axés sur le numérique, tout ce qui va être accompagnement donc, des personnes, des publics fragiles, notamment vers l'utilisation de l'ordinateur, également tout ce qui va être donc l'accompagnement aux formalités administratives. Donc c'est par exemple le cas du tiers-lieu de Gourbert. Et vous avez d'autres tiers-lieux qui se sont développés, notamment, je pense, et dans les quartiers sensibles également, pour accompagner les publics les plus fragiles, notamment les bénéficiaires du RSA. Je pense notamment à l'Escale à Sainte-Rose, où les gens peuvent venir se former. Il y a également des permanences dans la mission locale, par exemple, ou alors la Koula-Boucan côté de la Boucan à Sainte-Rose, et là aussi qui met en place des animations vraiment destinées à l'ensemble des publics, petits, jeunes, personnes âgées, ou alors tout simplement créateurs d'activités. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que le département accompagne depuis maintenant un peu plus de 4 ans la création, le développement de ces tiers-lieux en Guadeloupe. Et à cette occasion d'ailleurs, nous allons accompagner donc financièrement
et également donc, en étant présent, le Nouveau Mode, qui est une association qui porte le tiers-lieu l'Admiral à Capesterre-Belle-Eau et qui est donc organise faire tiers-lieu aux Antilles Guyane les 27, 28 février et 1er mars en Guadeloupe. Et d'ailleurs, avec le soutien donc, de la COU Guadeloupe, le nouveau réseau des tiers-lieux qui a été créé donc, au mois de décembre 2024. Et donc, je laisserai M. Citadel présenter peut-être un peu plus le réseau. Oui. Et il faut savoir donc, que cet événement est ouvert donc, à l'ensemble des responsables de tiers-lieux, aux porteurs de projets et également à tous les agents publics et territoriaux qui travaillent sur ces questions. Pendant donc, ces 2 jours, nous aurons donc l'occasion donc, de travailler donc, sur la problématique en fait, donc, qui est la suivante, la transition écologique et territoire, avec donc, un focus la première journée sur les tiers-lieux et un second un peu plus large concernant donc, les questions de transition écologique et où aussi les tiers-lieux sont également en première ligne. On va donner la parole à M. Citadel, mais avant, je voulais quand même vous poser une autre question. Ces tiers-lieux sont à l'initiative du conseil départemental ou à l'initiative de personnes privées? Alors, quel est le lien entre les deux? Voilà. Ces tiers-lieux sont à l'initiative, effectivement, de personnes privées ou de personnes publiques. Vous avez des communes, effectivement, qui se sont engagées, comme celle de Gourbert, qui ont créé et développé le tiers-lieu. Oui. D'autres communes, comme Capesterre-Belle-Eau, apportent un soutien à un tiers-lieu, donc l'Admiral, en mettant à disposition donc, les locaux. Donc, en fait, l'écosystème des tiers-lieux, en fait, existe en Guadeloupe et nous souhaiterons le pérenniser avec le soutien notamment de l'État, de la NCT et également des fondations. Puisque maintenant, de plus en plus, vous avez également des partenaires financiers privés qui accompagnent le développement des tiers-lieux. Je pense notamment à la COU Bosco, par exemple, en Cotil aux Abîmes, qui est accompagnée par la fondation M Guadeloupe. Oui. Et pour avoir un tiers-lieu, il faut avoir un lieu d'abord. Dans le tiers-lieu, il y a lieu. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le tiers-lieu, sa caractéristique, c'est avant tout, c'est le regroupement de personnes qui souhaitent en fait mettre en place des actions pour développer un territoire. Un tiers-lieu, c'est un acteur en fait du développement local et c'est la raison pour laquelle donc, nous tenons en tant que département donc, à accompagner donc, leur pérennisation parce qu'ils s'ouvrent à tous les publics et particulièrement un public que nous suivons avec attention, qui sont les bénéficiaires du RSA. Alors, M. Citadel, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, la COU tiers-lieu, qu'est-ce que c'est exactement pour les gens, pour moi qui ne savons pas ce que c'est? Donc, c'est un réseau, c'est un regroupement de tiers-lieux, en fait, parce que c'est un supra-tiers-lieu, si je peux dire. Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des tiers-lieux puissent se réunir, travailler ensemble et puis mobiliser en fait du financement pour faire davantage de choses sur le terrain. Parce que les tiers-lieux en fait tendent à devenir véritablement des acteurs du développement local, social en fait sur notre territoire. Donc il y a une espèce de petite lame de fond qui est en train de se mettre en place et de plus en plus la notion de tiers-lieu tend à s'ancrer en fait dans la réalité des communes guadeloupéennes. Ça veut dire qu'il va y avoir désormais une sorte de programme des tiers-lieux avec cela COU tiers-lieux et qui va disperser et prendre un petit peu les différentes activités qu'il y a. Parce que vous avez dit, madame disait, il y a des activités culturelles, sociales, économiques aussi. Et ça existe depuis un petit moment. Donc là, il s'agira davantage pour nous de faire en sorte que ce soit su et que davantage de personnes viennent au sein des tiers-lieux, fréquentent ces tiers-lieux, puisqu'il y a des choses très importantes qui se déroulent tant dans le domaine culturel, il y a des expositions qui se font, il y a des formations qui ont lieu dans ces tiers-lieux. Et puis surtout, en fait, c'est un acteur du lien social, c'est un endroit où en fait, on se rencontre, on échange. Donc, dans le tiers-lieu, moi, l'un des tiers-lieux que j'ai la chance d'animer sur Sainte-Rose, en fait, certes, nous mettons en place des formations, mais nous avons aussi la possibilité de faire en sorte que des personnes âgées viennent s'exercer sur l'outil informatique. Donc, les tiers-lieux, j'insiste sur le fait que dans la dynamique sociale, en fait, c'est un acteur en fait, de la reliance au sein de nos territoires. Parce que, je crois savoir qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait des MJC. C'est un petit peu un modèle 2023. Une version moderne. Oui. Ouais, une version moderne avec... moi, je suis un fruit, en fait, des MJC. Donc, peut-être, en fait, donc, maintenant, on essaie de faire en sorte de reproduire de manière un peu plus moderne ce qu'on voyait dans les MJC, qui avait véritablement, en fait,
une vraie raison d'être. Donc ils ont un peu périclité à un certain moment. C'était quand même culturel, actuellement. C'était maison des jeunes et de la culture. Des jeunes et de la culture, oui. Et voilà. Là, c'est maison de tout le monde. Voilà, j'ai failli être un très grand photographe, d'ailleurs, justement grâce au MJC. Donc c'était vraiment des lieux où on apprenait des choses intéressantes. La petite différence, en fait, avec les tiers-lieux, en fait, c'est on reçoit du tout public et il y a autant d'identités de tiers-lieux qu'il y a de tiers-lieux. Parce que ce sont les individus en interne, en fait, qui font la raison d'être des tiers-lieux. Mais la fédération, le LACOU des tiers-lieux, c'est un organisme particulier avec un président, des responsables. Donc, nous avons fait notre AG constitutive à la fin de l'année dernière. Donc, on m'a fait ce petit cadeau d'être président au moins pour une année. Du moins, grand maximum pour une année, parce que je ne vous cache pas que... C'est pas renouvelable ? Ça pourrait être renouvelable, mais je suis très fervent de la démocratie et il faudrait que d'autres partenaires et d'autres acteurs des tiers-lieux viennent s'investir et puissent aussi prendre la place. Hein, parce que je sais que cette année va être une année dense pour la COU, puisque le réseau même, et je dirais même le faire tiers-lieu qui aura lieu le 27 et 28, en fait, va être aussi l'occasion de démontrer en quoi les tiers-lieux vont être utiles pour le territoire. Et nous avons la chance, en fait, grâce à l'impulsion du conseil départemental, de faire en sorte que du monde du national vient, des Martiniquais, et sans doute, d'une manière ou d'une autre, des amis de la Réunion seront présents sur l'événement. Donc, je ne dirais pas que c'est un événement à caractère national, mais pas loin. Donc, j'encourage vivement les personnes, en fait, qui ont des structures qui pourraient ressembler à des tiers-lieux, de venir, en fait, nous rejoindre et voir comment nous allons pouvoir faire ensemble, puisqu'ils ont l'occasion, et je dirais même la chance, de rencontrer des personnalités et des personnes, en fait, qui ont fait l'histoire des tiers-lieux sur notre territoire. Alors, les manifestations de 2 jours, 27-28, se feront dans tous les tiers-lieux ou ce sera un endroit particulier ? Donc l'événement tiers-lieu aura lieu le 27 et 28 en fait au WTC. Et le premier en fait nous allons inviter en fait la population à visiter l'ensemble des tiers-lieux. Donc il y aura des portes ouvertes sur tout le territoire de la Guadeloupe. Et donc malgré le carnaval ou grâce au carnaval, donc on va voir comment faire en sorte que tout se passe de manière comment dirais-je fluide. Ça se termine comme on dit le samedi gras, c'est ça? Voilà, ouais. Et il y aura des beaux événements, comment ça s'appelle, aussi dans le cadre du carnaval. Oui. Alors, je reviens vers Madame Magloire. Si quelqu'un qui écoute là en ce moment dit, bon, tiens, moi j'ai envie de créer un tiers-lieu, comment ça se passe? Alors, je l'invite déjà à venir, donc à faire tiers-lieu, donc les 27 et 28 février au WTC, parce qu'en fait, nous aurons des experts, notamment, puisque l'association des tiers-lieux, France Tiers-lieux, sera présente. Donc, elle pourra donc, nous parler effectivement des financements possibles, mais également, nous allons partager également notre expérience maintenant guadeloupéenne avec, donc, comme l'a signalé Fred Citadel, avec également des membres du réseau de tiers-lieux de Martinique. La Saint-Martin sera également représentée. Nous aurons, je pense, également la présence de la CRES, de la Chambre régionale de communauté solidaire de la Guyane, qui viendra partager également avec nous donc l'expérience des tiers-lieux de la Guyane. Donc, du coup, nous aurons donc tout un ensemble de personnes qui vont nous partager leur expérience. Et donc, j'invite vraiment les porteurs de projets à être présents lors de ces 2 journées, de façon à vraiment avoir toutes les explications nécessaires et savoir si véritablement ils souhaitent s'engager dans cette aventure. Parce que c'est vrai que gérer un tiers-lieu, comme l'a rappelé Fred Citadel, c'est une responsabilité parce que finalement, vous devenez un petit peu le lieu de rencontre, d'accueil du quartier. Donc, il faut être prêt à avoir un programme d'animation et surtout faire en sorte que votre gestion soit correcte de façon à pouvoir pérenniser le tiers-lieu. Pour l'instant, il y en a 12. On a 32 communes, il faut s'attendre à avoir 32 tiers-lieux. Il y en a plus. En fait, il y a plus que 12 les premiers signataires en fait, de la fédération, en fait, c'est 12. Mais là, en fait, beaucoup de personnes, moi j'ai beaucoup d'appels pour savoir ce qu'est la COU, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer, qu'est-ce qu'on va apporter au territoire. Donc avant la fin de l'année, je pense que la quasi-totalité des tiers-lieux seront là.
Donc au total, le problème, c'est que les tiers-lieux fonctionnent parfois, je ne dirais pas en bas-feuille, hein, mais ils fonctionnent comme des tiers-lieux. Et parfois, ils ne savent pas qu'ils sont tiers-lieux, je suis tenté de dire. Ah, d'accord. Mais je pense en fait qu'il y a plus de 30 tiers-lieux en Guadeloupe. Il y a plus de temps. Oui. Et donc, vous arriverez à, j'ai envie, non pas uniformiser, mais faire en sorte que ça fonctionne de façon organisée. C'est l'objet même de cette fédération, de l'ACU, en fait, c'est comment faire, en fait, pour être plus fort ensemble, mais aussi identifier, en fait, les moyens de mieux fonctionner et d'obtenir du financement complémentaire, et puis voir aussi comment on va pouvoir mutualiser, parce que maintenant, en fait, de plus en plus, ce qui nous est demandé tant au niveau national que local, c'est on emploie le terme de consortium. Donc, pour obtenir des financements et fonctionner comme on devrait fonctionner, en fait, il faut être ensemble, il faut être un collectif. Du point de vue de l'insertion, je m'adresse à la directrice, les gens qui sont dans les tiers-lieux, ce sont des professionnels ou des bénévoles? Alors, au sein des tiers-lieux, vous allez retrouver effectivement des professionnels, des personnes qui vont donc animer des actes de formation, qui vont animer des ateliers parcours d'insertion. Vous avez aussi beaucoup de bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour en fait accompagner donc, ceux qui en ont le plus besoin. Donc ça peut être par exemple pour apprendre par exemple à effectivement utiliser un ordinateur, apprendre une langue étrangère. Ça peut être aussi simplement se réunir et passer une soirée jeu ensemble. L'idée vraiment, c'est que les gens se retrouvent, qu'on recrée du lien social, de la cohésion sociale. Et je pense tout particulièrement à un tiers-lieu qui se situe à Pointe-à-Pitre, Iliacaz, qui se situe à la rue Raspail, donc qui accueille un public très divers, de personnes d'origine étrangère notamment, en grande précarité parfois, et où les gens ont la possibilité, par exemple, d'apprendre le français en langue étrangère, de façon à faciliter leur insertion. Il y a tout un accompagnement qui leur est proposé pour justement mieux s'intégrer à la vie guadeloupéenne. Donc en fait, les tiers-lieux, en fonction donc, du territoire où ils sont positionnés, ils répondent en fait aux attentes de la population. Là, le département va accompagner 2 tiers-lieux, donc un à Terre-de-Haut et un second à Terre-de-Bas. Voilà, là aussi, il s'agira donc là de faire en sorte justement de briser un petit peu donc, la distance qui existe donc, avec la Guadeloupe, donc permettre aux gens, donc, en se rendant au tiers-lieu, de pouvoir rencontrer déjà d'autres insulaires comme eux-mêmes, mais aussi avoir accès donc, à des outils informatiques pour pouvoir donc, régler leurs difficultés administratives, échanger aussi avec d'autres. Donc voilà, c'est ça là, vraiment notre ambition, accompagner donc, les publics donc, qui relèvent de l'accompagnement du département, donc bénéficiaires du RSA, personnes âgées, les publics fragiles, les jeunes notamment, mais aussi faire en sorte que des professionnels, d'autres personnes, des retraités également contribuent à accompagner avec nous donc, ces personnes. Alors, j'ai posé la question comme ça à Mme Belfort au début, mais il y aura un tiers-lieu à Marie-Galante où on va inaugurer un tiers-lieu à Marie-Galante ou est-ce qu'il y a un qui existe déjà? Enfin, je pense. Il y en a déjà un qui est actif, c'est 100% famille. C'est où ça? Donc c'est au Basse. Au Basse. Donc qui accompagne déjà les personnes, notamment à la prise en charge de l'outil numérique. Oui. Et on en a un nouveau qui vient d'être labellisé, qui est un tiers-lieu nourricier, donc là qui est plutôt sur le volet de l'agriculture également, que nous allons accompagner. Donc c'est un autre type de tiers-lieu cette fois-ci, qui va permettre aux agriculteurs d'échanger entre eux sur de nouvelles pratiques. Bien, donc les tiers-lieux deviennent the place to be, finalement. C'est ça. Bon, alors écoutez, on va faire un rappel. Donc, le 21, à partir du 21, le village. À partir du 20. Du 20, c'est du 20. Voilà, du 20. le jeudi et vendredi, oui. à Cap-Esther de Marie-Galante. Donc, on invite tous les administrés de Marie-Galante à nous rejoindre. Donc, s'ils ont des questions sur les dispositifs et services départementaux, on sait comme quoi c'est souvent compliqué qu'on nous parle d'administration et de dossiers. Oui. Donc, là, vous avez les services sur place qui vous accompagnent. Vous trouvez une solution, une information utile, mais aussi un accompagnement, on l'espère, sur la durée. Bien évidemment, les tiers-lieux nous aideront à ça. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment d'être plus proche de la population et d'apporter tous les dispositifs départementaux en un seul endroit. 27-28 février, donc au WTC, et le 1er mars dans les tiers-lieux pour les journées portes ouvertes. Et le président il sera où? À Sainte-Rose ou bien il va faire Je vais m'offrir le tour, ça sera l'occasion de rencontrer tous les partenaires, parce que je ne connais pas tous les tiers-lieux de Guadeloupe, parce qu'il y en a énormément. Donc ça va être l'occasion de rencontrer
tout ce beau monde en fait qui contribue en fait à l'émergence de ces tiers-lieux sur notre territoire. Bien, écoutez, on vous remercie d'être venu porter ces informations. Vous connaissiez bien la leçon, je vois. Tout s'est très bien passé. Merci d'être venu. Et puis, à très bientôt à Marie-Galante, dans les tiers-lieux et un peu partout. On va faire un tour. On ne quitte pas le département. On va partir à Paris rejoindre Maurice Cessé. Oui, avec l'interview de Jean-Philippe Courtois qui annonce l'inauguration pour le mois de juin de la Maison Guadeloupe, de la Guadeloupe à Paris par le Conseil départemental. C'est un nouvel espace qui sera dédié à la culture, à l'économie et à l'accompagnement des Guadeloupéens qui sont en France. Donc on voit un reportage de Maurice Cessé. Première news, je me trouve en compagnie de Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre-Belle-Eau, actuellement à Paris, qui aussi à Paris avec quelques personnes, des personnes qui représentent un peu le milieu associatif ultramarin de l'Hexagone, et est venu aussi nous annoncer une très bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, la création d'une maison de la Guadeloupe à Paris. Oui, le conseil départemental, sous l'impulsion du président Guy Losbar, a initié donc, lors de la dernière plénière la création de la Maison de la Guadeloupe. Donc il s'agira pour nous d'avoir un lieu ici en plein Paris pour pouvoir réunir l'ensemble des associations, l'ensemble des acteurs donc, issus du territoire, pour pouvoir créer ce lien, qu'on peut se retrouver, échanger, renforcer nos relations et surtout faire en sorte que le conseil départemental, avec l'ensemble des partenaires présents au sein de cette structure, puisse porter une aide au quotidien à l'ensemble des Guadeloupéens installés dans l'Hexagone. Il s'agit là pour nous de donner du sens au lien avec nos compatriotes qui sont ici installés, mais surtout qu'ils puissent vraiment être conscients qu'ils peuvent compter en permanence sur le soutien du conseil départemental de la Guadeloupe. Alors ces dernières années, on a beaucoup parlé de la Cité des Outre-mer et la Guadeloupe arrive à créer sa propre maison. Ça va être situé où précisément à Paris? Donc on sera dans le 7e arrondissement à proximité de l'hôpital Necker. Donc un lieu où vous pourrez retrouver donc effectivement les institutions, le département, la région, CTIG, en fait toutes les institutions partenaires, mais surtout il y aura aussi donc un espace coworking, il va y avoir un espace dédié au tissu associatif. En gros, que ce soit un lieu où toutes celles et ceux qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'échanger sur le projet, puissent être soutenus. Et ce sera aussi un espace dédié à la création guadeloupéenne. Et sur quelle superficie? Donc on va être sur 2 étages à peu près, donc 200 mètres carrés, donc un bel espace. Donc il faudra maintenant co-construire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a initié donc, des rencontres avec, comme ce soir en petit groupe, avec les représentants donc, de la communauté guadeloupéenne ici dans l'Hexagone, pour avoir leur point de vue, comprendre aussi quelles sont leurs attentes, de manière à ce que nous puissions nous assurer que la maison demain va vraiment refléter donc, les besoins et surtout qu'elle pourra vivre au travers donc, de ce génie guadeloupéen installé dans l'Hexagone. Alors, c'est plus qu'un tiers-lieu, ça. 200 mètres carrés à Paris, c'est un plein lieu, là, qui sera inauguré au mois de juin. On aura l'occasion d'y revenir, puisque notre correspondant à Paris va suivre le dossier. D'après ce que je sais, le bail n'est pas encore signé, mais il est en train de l'être. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Il est déjà 12h58. On prend la première pause. Et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Cyprien Val et Théo Christina, tout de suite. Merci. Déjà 13h08, c'est la deuxième séquence du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Cyprien Vial. Bonjour. Bonjour. Il est réalisateur du film Magma qui va sortir bientôt, dans les jours qui viennent, 21 je crois. Et Théo Christine, bonjour. Bonjour. Et l'un des acteurs, l'acteur principal de ce film. Juste un petit mot avant de passer à l'information. Vous savez comment, à l'époque de la soufrière, ce qui s'est passé, comment on appelait les gens qui avaient quitté la Basse-Terre? Je crois qu'on les appelait les magmas. Et il y avait même une chanson là-dessus. Qui n'était pas forcément très sympa pour eux. Les Aiglons ont fait une chanson sur ça, donc vous êtes bien informés. On revient à l'actu avec une news. Oui, on va parler de la mobilisation au lycée de Sainte-Anne contre la fermeture des classes. Donc ce matin, enseignants, élèves et parents d'élèves se sont rassemblés devant le lycée pour dénoncer cette suppression annoncée de plusieurs classes à la rentrée 2025. Donc les manifestants dénoncent une dégradation progressive des conditions d'apprentissage et Michel Depape était parmi eux pour revenir sur leurs propos. Nous nous mobilisons contre la baisse de la dotation horaire globale. Nous perdons un poste en espagnol et de plus, il y a de nombreux collègues qui vont devoir en fait
aller travailler dans d'autres établissements parce que la DHG a baissé. Donc, conséquence, on va se retrouver avec des classes à 30, 35, voire plus, avec des classes donc surchargées. Et vous imaginez un peu la qualité de l'enseignement qui va être fourni. Alors nous avons eu jeudi dernier une réunion sur les dotations horaires et malheureusement, comme déjà quelques années, on se rend compte que le rectorat, on est toujours en négatif, donc il nous manque 15h50. On a des suppressions de postes et donc avec les enseignants qui ne sont pas d'accord avec ça, on s'est greffé à l'action d'aujourd'hui, les élèves également, on s'est greffé à cette action afin de montrer notre mécontentement au rectorat. Nous avons des classes de 35 élèves, ce n'est plus possible. Nous avons des enseignants qui ne sont pas remplacés, nous avons des délais de 5 mois avant un remplacement. Donc voilà, la sécurité des élèves n'est pas optimum, hein, puisque les salles de classe ne sont pas faites pour accueillir autant d'élèves. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons tenu à faire cette journée coup de poing pour montrer notre mécontentement qui nous l'espère. On aura des résultats et le rectorat va nous entendre, va entendre la détresse des parents, la détresse des élèves. Nous subissons pour la rentrée prochaine des suppressions de postes, mais il faut savoir que cette situation vient après déjà des difficultés. Il faut savoir que depuis 2022, nous avons perdu 3 classes et cette année une classe supplémentaire. Et nous n'avons pas de baisse d'effectifs en nombre d'élèves et par contre, le nombre d'élèves par classe est passé de 27-28 en moyenne à 31-32 et donc on a une dégradation des conditions de travail. Et aussi cette année, on a eu à subir aussi beaucoup de difficultés face au fait qu'il y ait des professeurs malades et qu'ils soient non remplacés pendant plusieurs mois. Donc les élèves ont perdu beaucoup cette année et on pense que la préparation de la rentrée prochaine nous amènera à une situation encore plus difficile à l'avenir. Il faut garder les effectifs pour permettre d'avoir des taux de cadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe dans une moyenne maximum de 25 pour favoriser la qualité de l'enseignement. Donc nous disons purement et simplement aux responsables, au ministère de l'Éducation, ne liez pas la baisse de la démographie au taux des effectifs pour permettre effectivement un apprentissage de qualité pour nos enfants. Voilà, donc ces classes surchargées qui vont sûrement impacter sur l'encadrement pédagogique et impacter sur les parcours scolaires. Donc on espère qu'ils vont trouver une solution à cette perte et dégradation progressive des conditions d'apprentissage. On va parler sensibilisation de la sécurité des citoyens avec le groupe Nation qui a mis en place justement des axes de prévention et des risques et concernant la sécurité publique, notamment pendant le carnaval. Des ateliers pratiques et des mises en situation ont permis de mettre en lumière la gestion de ces risques. On voit un reportage de Michel Depape qui nous donne les réflexes à adopter face aux catastrophes et aussi aux premiers secours. En période carnavalesque, on sait qu'il y a 2 mondes qui contrôlent le bitume, notamment les carnavaliers, d'où cette action pendant cette période. Et également, sachant que le cycliste paie un lourd tribut en tant qu'usager vulnérable. Donc nous nous sommes dit qu'on va réunir ces 2 mondes pendant la période carnavalesque, donc le monde du MAS et le monde du cyclisme, pour faire en sorte que on puisse parler sécurité routière en famille pendant cette période. Nous sommes au complexe Michel Benjamin à Loricisque. Nous sommes là aujourd'hui pour famille, sécurité, pour nous faire sensibiliser le peuple là, quand on dit sécurité sécurité routière et sécurité à tous les jours. Nous nous sommes donné les moyens d'être présents sur la manifestation parce que nous sommes aussi partenaires de cette manifestation avec Nation. Notre objectif est de mettre le maximum de personnes en vélo, que ce soit des plus petits aux plus grands, mettre tout le monde en vélo et que les autres aussi, les autres utilisateurs de la route puissent comprendre que la route se partage et que tout le monde en a besoin. Après un carnaval, il faut savoir que nous aussi, la sécurité, nous avons une commission de sécurité. Et donc, c'est pourquoi nous allions avec la sécurité routière. La sécurité routière, c'est partenaire en nous aussi, ainsi que Cap Excellence. C'est pour nous permettre de véhiculer la sécurité là, que nous avons en masse là, pour que nous sachions qu'on masse pas qui en la rue là, et une sécurité qui a géré 800, 900 personnes suivant le nombre de participants. Donc, il faut nous sensibiliser et savoir que chaque masse
il y a un gens qui a sécurisé adhérents. Donc, c'est quoi nous allons passer en chaque local à masse, pour chaque masse qui explique qui j'ai a fait sécurité, qui j'ai a géré, parce que ça pas envie de facile. Voilà, ben, on va parler cinéma. Je vous l'ai dit, Magma, c'est un film qui a été tourné par M. Vial et il est avec nous. Alors, première question toute simple, pourquoi avoir choisi ce sujet? La Soufrière, c'est 76, c'est un petit peu vieux. Mais c'est pas oublié. Alors le film, en fait, il est inspiré de ce qui s'est passé en 76, mais c'est une fiction. Oui, c'est pas un documentaire. Non, et elle est contemporaine. Ça se passe aujourd'hui. Oui. Et pourquoi? En fait, moi, quand j'étais petit, quand j'avais 12 ans, je suis venu en Guadeloupe pour la première fois. Et j'ai eu un contact très étonnant, très fort avec le volcan, avec la Soufrière. D'accord. Ça m'a beaucoup... Ça a laissé une trace. Ça a laissé une trace très forte. Ça m'a beaucoup ému. En fait, il faisait très, très moche. Enfin, le temps était mauvais. Et pendant tout mon séjour, j'avais envie de monter, de voir la montagne. En fait, j'ai jamais vu. Mais je suis quand même monté dessus. Et sans la voir. Et donc, c'était très bizarre. Oui. Parce que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai ressenti très fort. J'ai trouvé que c'était un endroit très puissant, très chargé en énergie. Moi, j'étais pas un enfant tellement aventurier. C'est la première fois que j'avais un rapport avec les éléments aussi puissants. Oui. Donc, ça a laissé même senti le souffle? Ah oui. Et j'ai adoré l'odeur, alors que tout le monde dans ma famille détestait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé être trempé et j'ai beaucoup aimé sentir le soufre. Et en fait, quand j'ai appris il y a quelques années ce qui s'est passé en 76 ici, certainement ça a réveillé ce souvenir d'enfance. Et j'ai été assez surpris et choqué par la manière dont la crise a pu être gérée à l'époque. Il y a un duo de scientifiques qui a été très médiatisé. Ah oui, la guerre entre Tazieff et Allègre. Allègre, oui. Voilà. Et puis, vous citez Herzog. Lui, pendant ce temps, ce cinéaste allemand, il est venu faire des images très, très belles du volcan. Oui, on m'a dit ça. Et donc, à la fois, j'étais très jaloux des images qu'il avait faites. Je trouvais super belles. J'avais envie de faire des images similaires. Oui. Et en même temps... j'ai trouvé que cet épisode où une population a été déplacée massivement alors que ça aurait pu être évité, ça m'a choqué et je me suis demandé si moi je pouvais pas inventer une histoire dans la Guadeloupe contemporaine qui serait une histoire compliquée mais qui se passerait moins mal. Et donc j'ai eu envie d'inventer deux personnages, un duo qui soit aux antipodes du duo de scientifiques qui a existé en 76. Et donc le duo c'est Aimé qui est incarné par Théo et Katia, sa chef, qui est incarné par Marina Foïs. Alors Théo, comment ça s'est passé le tournage? Parce que vous connaissez la Guadeloupe, mais peut-être pas suffisamment la Soufrière. Non, pas du tout la Soufrière. C'est vrai que j'étais jamais monté, j'avais jamais trop traîné par là-bas. Donc déjà, ça m'a permis de découvrir toute une partie de la Guadeloupe que je connaissais mal, parce que je passais beaucoup de temps à Grande Terre. Et donc ça a été... mais j'ai vite ressenti ce dont parlait Cyprien aussi, ce rapport à la nature et cette chose assez puissante que peut dégager le volcan. Et j'avais rapidement l'impression d'être en mission, en fait. Dès qu'on s'approchait et qu'il fallait qu'on monte là-haut pour faire des images, il y avait un truc de très nécessaire et de très, très intense, en fait, qui se dégageait. Et voilà, après, ça a été un pur bonheur. Ça a été unique comme tournage, parce que c'est rare quand même de pouvoir, sur les tournages, sur les plateaux de cinéma, c'est rare d'allier la randonnée un petit peu, la découverte aussi de la nature avec une journée de tournage. Donc c'était très intéressant et très enrichissant. Ouais. Alors on va avoir un petit extrait du teaser, je crois qu'on l'a, teaser du film, et après on va revenir avec M. Vial pour vous deux ou trois autres questions. C'est fait? Nous avons observé la naissance d'une grosse fumerole qui a provoqué une explosion phréatique modeste. On peut dire à l'heure actuelle qu'on est hors de danger. Ça va? Bagaille! Hier, vous expliquiez à tout le monde que plus rien n'allait se passer. Ce matin, on assiste à la plus forte remontée magmatique depuis 50 ans. On parle d'un volcan vivant. Les conditions de vie des déplacés sont particulièrement pénibles. Papa, on te dit que c'est pas encore le moment de rentrer. On est vraiment à deux doigts de recommander la levée de l'évacuation. Pourquoi tu dis ça?
Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, c'est pas protéger les gens, ça. J'ai pas de leçon à recevoir d'un petit thésard qui vit sa première éruption, d'accord? Madame Reiter, vous semblez inquiète. Non, non. Je comprends pas, tu m'as appris à jamais lâcher. Et là, en 2 secondes, t'abandonnes. On n'arrivera pas à anticiper avant le dernier moment. C'est le moment d'être courageux, là. Aimer pour Katia. C'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Aimer pour Katia, tu me reçois? Pourquoi Magma, en fait? C'est un titre avec plein de significations. Bien sûr. Donc, dans le film, il est question d'abord d'essayer de comprendre ce qui se passe avec le magma à l'intérieur du volcan, son parcours. Donc c'est d'abord une donnée très scientifique, très concrète. Et puis après, il y a un magma dans la tête des 2 personnages qui sont stressés, sous pression, parce qu'ils doivent donner des conseils aux autorités pour que la population soit la mieux traitée possible. Et puis il y a un magma beaucoup plus social, qui est le fruit de décennies ou de siècles d'histoire guadeloupéenne, en fait, qu'on ne voit pas, qu'on voit encore moins, mais qu'on ressent dans le film. Et donc, vous avez dû reconstituer des scènes de l'époque de la soufrière? Rien n'est reconstitué. Le film se passe vraiment aujourd'hui, même s'il est inspiré. Mais non, mais j'ai vu des images, là, on dirait que c'était... c'est que je me suis amusé, mais je me suis... des images que vous avez récupérées. Vous avez vu, par exemple, une image d'une rue vide de Basse-Terre qui est très très proche d'une image du film d'Herzog en 1976. Voilà. Donc, mais c'est nous qui l'avons tourné. Ah, c'est vous qui l'avez tourné? Ouais. Parce que Basse-Terre était complètement vide au lendemain de la soufrière. Et donc, en fait, l'histoire, c'est quand même l'histoire de la soufrière ou des gens qui vivent autour? C'est l'histoire d'abord d'un duo de scientifiques qui essayent de... Oui, le scientifique avec l'actrice principale, c'est ça? Alors, quel est votre rôle en tant que scientifique dans cette affaire? Alors moi, je joue Aimé, qui a grandi en Guadeloupe et qui est allé faire une thèse en France pour ensuite revenir et travailler à l'Observatoire sous la direction de Katia dans le film. Et en fait, c'est un jeune qui a trouvé sa voie au lieu de... Parce que c'est pas, il est volcanologue ou pas? Comment? Il est volcanologue? Oui, il est volcanologue. Donc, en fait, c'est la personnalité duquel? De Alec ou de Tazieff? Aucune des deux. Ah non, aucun des deux. Parce que justement, le but, ça a été de se dégager le plus possible de ces deux-là, en fait. De ces deux-là, oui. Pour essayer d'avoir des personnages plus... authentiques. Plus actuels. Ouais, et plus aussi, je sais pas, humains. Moins clivants. Moins clivant, plus admirable en fait, quoi. Oui. Voilà, des héros plus admirables. Oui. Alors évidemment, on ne peut pas tout révéler, mais oui, on va pas tout dire. Le personnage de Théo étant natif, donc il connaît peut-être mieux pour aider sa patronne à se sortir d'une situation très compliquée, quoi. Oui. Alors, je pose la question quand même. Les gens qui verront ce film, d'abord les Saint-Claudiens, parce qu'on les Bastériens d'une manière générale, qui ont été évacués, comment, à votre avis, ils vont ressentir ce film? Qu'est-ce que vous avez mis comme émotion dedans? En fait, donc ça sera à eux de dire comment ils ressentent, mais moi, mon objectif, ça a été d'essayer, sans être né ici, sans être guadeloupéen, de rendre compte de ce que peut être la Guadeloupe d'aujourd'hui, de la manière la plus sensible possible. Donc j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des gens de la société civile, sans dire trop qui j'étais. J'aimais bien aller sur des plages le matin, parler avec les gens. J'ai lu des livres. Vous avez lu le livre de Faoudia, je crois? Alors, j'ai lu, parmi mes livres préférés qui m'ont vraiment beaucoup aidé, il y a le livre de Daniel Maximin, Soufrière. Voilà. Il y a une jeune autrice qui vit dans l'Hexagone qui s'appelle Esther Sarabul, qui a écrit des romans qui m'ont beaucoup touché. Puis après, les romans d'Ernest Pépin aussi m'ont bien aidé à comprendre l'âme guadeloupéenne. Vous avez vraiment plongé dans l'histoire. J'aime bien pas faire les choses à moitié, donc j'avais besoin de me sentir, d'avoir l'impression de connaître du mieux que je peux. Mais évidemment, je suis pas né ici et je connais pas. Donc je peux m'identifier dans le film au personnage de Katia qui croit qu'elle est intégrée,
Alors que... Oh, c'est pas sympa de dire ça. Bah non, mais c'est-à-dire qu'elle l'est, mais il y a des limites à son intégration, quoi. Oui. Voilà. Tandis que Aimé, lui... Aimé doit tout le temps le remettre un petit peu dans la perspective du pays, c'est ça? Non, mais je pense qu'il est là aussi pour la guider dans un sens à ce niveau-là. Et elle est là pour le guider dans un sens plus professionnel, justement, avec tout ce qui est travail à l'observatoire et sur le volcan. Mais c'est ça qui était intéressant aussi dans le rôle d'Aimé, c'est que c'est un jeune qui a trouvé sa voie. Et je pense qu'aussi aux Antilles, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver leur voie. Et ça me touchait d'incarner un personnage qui, en trouvant sa voie, trouvait aussi un moyen d'aider son peuple et son île via le travail de volcanologue. Et donc, alors là, je vous ai posé la question pour les Guadeloupéens, mais un film de ce type-là qui sortira en France et autre part, les gens vont vivre ce que vous avez souhaité mettre dans le film? Bah, j'espère. En fait, c'est un film de coulisses de crise. C'est un film de... Plus qu'un film catastrophe, c'est un film. C'est pas un film catastrophe. Il n'y a pas de mort. Ah bah ça, je vous le dis pas. Peut-être il y a des morts. Ah d'accord. Ah bah ça, on peut pas savoir. Hein. Ah, le volcan, non mais le volcan est quand même vachement puissant et beaucoup plus puissant que tout le monde dans le film, donc il se peut qu'il y ait des morts. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Oui. Mais c'est plus un film de menace de catastrophe qu'un film classique de catastrophe. Oui. Il y a une menace naturelle avec le volcan et il y a une menace sociale et une menace interne. En fait, la tension du film, moi, ce qui m'a intéressé de construire, c'est de, en fait. Faire en sorte que le spectateur sache pas trop qui va péter en premier, le volcan, les héros ou la société. Oui. Voilà. Ouais. Bon, donc c'est un film à voir absolument. J'imagine. Donc il va être diffusé à partir du 21, c'est ça? Alors il y a 2 avant-premières, mais on vient juste d'apprendre qu'elles sont complètes demain et après-demain au Cinestar et au Darbo à Basse-Terre. Il y a 2 autres projections, le 20 au Lamentin et le 21 au Moule, qui sont accessibles. Et le film sortira dans ces 4 cinémas le 21, c'est vendredi. 21. Il sortira en Martinique après? Il sort en Martinique le 21 et en Guyane aussi. Et dans l'Hexagone le 19 mars, dans un mois. J'imagine, bon, je vous pose la question comme ça, mais c'est juste pour vous embêter. Ça vous dirait la montagne pelée? Ah, moi j'aimerais trop. Bah, on en parlait avec Théo. Tout à l'heure. On en parlait. Je suis jamais monté dessus. J'aimerais bien monter dessus. Vous irez en Martinique de toute manière présenter le film. C'est Théo qui y va. Oui, bien sûr. Oui, il est martiniquais, donc parce que la montagne pelée, c'est autre chose. Hein. Ouais, la montagne pelée, 1902, c'est pas très drôle en fait. Il n'y a pas à sourire. En tout cas, merci d'avoir fait ce film pour la Guadeloupe. Enfin, de toute façon, vous remercie. Merci à la Guadeloupe. De porter l'image de notre pays à l'extérieur. Et ça aussi, c'est agréable, d'autant plus, comme vous le dites, vous n'êtes pas guadeloupéen. Et ça, c'est important de le faire. Merci en tout cas. Et, merci à vous. Bon circuit pour ce film. Merci beaucoup. Il a déjà été présenté à Angoulême. On l'a présenté au Festival d'Angoulême et au Festival des Arcs où ça s'est bien passé. Oui. Mais maintenant, j'ai très hâte que des Guadeloupéens le voient parce qu'ils comprendront mieux certaines choses. Voilà. Il dure combien de temps? 1h30. 1h30, 90 minutes, comme l'émission. Bon, merci. Il est exactement 13h28. C'est la fin de la deuxième séquence, qui est une séquence cinéma. Et on va terminer avec Sylvie Rosier dans un instant. Merci, Aimé, Théo. Merci Monsieur Vial. Merci à vous. Bon, à bientôt. À bientôt. « 13h33, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir dans un instant Madame Sylvie Rosier, bonjour. Avec elle, on va parler de la gestion des conflits, de reconnaître le premier signe des désamorcés. Mais avant, enfin, retour sur l'actu avec Iman News. C'est parti. On va parler de l'élection du prince et de la princesse du carnaval. On est à fond dans le carnaval et c'est une étape symbolique de l'élection qui a eu lieu où Michel Depape était parmi eux. On voit cette élection et qui a été élu. Donc là, j'ai une très belle première partie avec les princesses, les princes et seigneurs Val. On a eu un show de grande qualité, de belles candidates, de belles princesses et de beaux petits princes, pardon. Donc je pense qu'on a eu un show vraiment à la hauteur, voire qui a dépassé nos attentes et ça promet pour la suite de la soirée. Automatiquement, quand tu viens dans une élection comme ça, on est stressé. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Puis j'avais un public qui était derrière moi. Voilà. Il y a ça aussi. Mais je pense que c'est bien ce genre d'élection d'avoir,
on va dire avant les jours gras, des représentants pour le carnaval de Guadeloupe. Donc on sait qu'on a eu le roi et la reine de la région bastérienne, on a les mystères ce soir, Miss et Mystères ce soir. Donc je pense que c'est bien, comme ça apporte un petit plus, ça permet aussi de voir une autre facette des groupes différente de ce qu'on voit le dimanche dans la rue. On sait qu'on voit des groupes qu'on ne remarque pas peut-être forcément et qui se démarquent peut-être ce soir. Au début, j'étais pas stressée et après, quand j'ai vu le temps que ça a pris, j'ai commencé à être stressée parce que je me suis dit peut-être c'est un problème ou un truc comme ça, mais ça s'est bien passé. Je suis contente et c'était très stressant parce que je savais pas si j'allais gagner, si j'allais perdre, je sais pas. Je me suis très bien amusée. Et nous allons terminer avec la centenaire de Sainte-Anne qui a été célébrée. Donc, Manloulou, c'était l'occasion de pouvoir mettre en lumière cette figure emblématique connue pour son engagement auprès de la communauté. Et Michel Depape était encore là, présent. On voit un reportage. Nous sommes ici à Benetton. Nous célébrons deuxième centenaire de la ville de Sainte-Anne sur le territoire. Cette dame, Madame Loulou Ayassami, là encore, je dis que Sainte-Anne, il fait bon vivre. C'est quelque chose. Elle a eu une vie très, très, très dure. Elle a beaucoup travaillé dans sa vie, élevé ses enfants, être toujours là. Et elle a été une femme extraordinaire auprès de mon papa aussi. Et puis aujourd'hui, nous sommes tous là pour fêter cet événement et avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et les arrière-arrière-petits-enfants. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour fêter ce très bel événement. Aujourd'hui, avec le Cercle communal d'action sociale, nous avons en charge de célébrer les centenaires sur la ville de Sainte-Anne, je le précise. Évidemment, je suis accompagné de mes élus qui m'accompagnent, l'élu du quartier, M. Freddy Kandassami, avec Georges Nardin, membre du CCAS, et un élu du quartier de Douville, M. Sébastien Gauthier. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir ce rassemblement familial, parce que dans la famille, nous avons aussi les gens de l'Hexagone. Il y a des familles croisées, et ce mot de rassemblement, j'aime bien. C'est ça que je veux. C'est ça que je dis, que je le dis à chaque fois, le rassemblement avec les Sainte-Annais. Je suis très, 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 très heureuse d'avoir M. Baptiste et toutes les compagnies Sainte-Annais sont venues ici dans ma maison pour féliciter les centenaires. Je suis très contente. Oui, je suis née le 16 février 1925 à Moule. Tout le monde, tous les amis, tous les camarades sont venus de la part de mon petit-fils et arrière-petit-fils. Merci beaucoup. On va passer carrément à la gestion des conflits. On fait démarrer le générique de Madame Rosier. C'est parti. Sylvie Rosier, bonjour. Bonjour, Dani. Oui, merci d'être avec nous. Alors, on va parler aujourd'hui de la gestion des conflits et reconnaître les premiers signes pour désamorcer. Ben oui, c'est essentiel. On va essayer. Avant que la bombe explose, oui, on peut faire quelque chose. Avant que la bombe explose, oui. Surtout dans les communautés, dans les entreprises, un peu partout. C'est partout, en famille, entre amis, au même travail. En famille. Les conflits, je crois que ça peut toucher toutes les sphères de notre vie. Donc, alors, comment on fait? Également, en famille, on peut désamorcer. D'abord, assez souvent, il y a deux sources à ces conflits, deux sources essentielles. Un besoin non exprimé. Donc, la personne est assez frustrée, mécontente, elle se sent incomprise, elle a des attentes qui ne sont pas satisfaites. Et donc, forcément, le ressenti, ça monte jusqu'à ce que finalement, comme on dit, le vase, il déborde. Et puis, du coup, on a la dispute. Et la deuxième cause peut être une divergence d'opinion, puisqu'on est
chacun voit les choses en fonction de notre prisme, de notre éducation, de notre vécu, de nos expériences et de notre personnalité. Aussi. Et donc, du coup, si on n'arrive pas à communiquer ou on n'exprime pas l'un et l'autre notre point de vue, notre vision des choses, forcément, ça nous mène vers le conflit. Alors, il y a des exemples concrets de naissance de conflits, de choses qu'on peut désamorcer ou amorcer, je sais pas. Comment on peut désamorcer? Oui. Déjà, pour commencer, on peut voir les signes qui commencent à émerger. Assez souvent, ça peut être des échanges qui deviennent de plus en plus froids ou tendus avec la personne, ou un agacement visible, des soupirs, des chips. Quand on s'exprime et que du coup en face la personne elle nous montre bien que on la saoule ou elle n'est pas contente ou elle n'a pas envie de nous entendre. Donc assez souvent on voit ça avec des regards, des expressions, des soupirs. Il peut y avoir des critiques répétées. Souvent ces critiques elles sont déguisées sous forme d'humour, mais si on fait bien attention on voit que ça perdure et donc forcément il doit y avoir quelque chose. Ou même on peut ressentir une sensation de malaise en présence de cette personne. Et donc, en fait, quand on commence à ressentir ou à comprendre, repérer ces signes-là, il nous faut prendre la bonne posture. Déjà, on ne réagit pas à chaud. Parce que quand on réagit à chaud, on va dire tout ce qui nous passe par la tête et assez souvent on va regretter certaines choses qu'on a dites. Donc il vaut mieux prendre du recul, analyser la situation et après rester factuel au moment où on s'adresse à la personne, rester sur les faits et pas sur notre ressenti et pour que les choses ne s'enveniment pas. Et puis après on peut poser des questions au lieu d'interpréter la réaction ou le comportement de la personne, on peut lui demander ce qui ne va pas, pourquoi elle réagit comme ça, et puis après, on va échanger. Au lieu de dire, oui, mais je vois que je t'énerve, alors, c'est quoi ton problème? Oui. Vous voyez, si on commence comme ça, on déclenche, nous, le problème, finalement. Ah, donc il faut éviter d'entrer dans le problème. C'est ça. En fait, comment on dit ça? Il ne faut pas rentrer en la guerre sans bâton. On connaît l'expression. Mais en fait, on vient pour désamorcer. Le bâton. On lâche le bâton. On vient désamorcer les choses en restant factuel. On reste calme, tranquille. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand quelqu'un est très énervé en face de vous, vous restez le plus calme possible. Elle va redescendre la personne en face. Puisque finalement, elle s'énerve, mais elle voit que ça ne prend pas. Oui. Donc, au fur et à mesure, elle aussi, elle va redescendre et on va pouvoir discuter. Alors, c'est la méthode qu'il faut? C'est la méthode qu'il faut pour commencer. Après, il y a des techniques. La première, c'est l'écoute active. Elle est très importante. C'est prendre le temps d'écouter son interlocuteur, de rester concentré sur ce qu'elle est en train de nous dire, de reformuler ce qu'elle a dit pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'elle a exprimé, de montrer qu'on l'écoute, donc on hoche la tête, on pose des questions ouvertes. On ne détourne pas le regard ou aller prendre son téléphone pendant que la personne s'exprime. Et on valide les émotions qu'elle exprime en disant « je comprends que cela est frustrant, que tu te sens frustré » et puis on continue à discuter. Là, donc c'est la première méthode, donc faire preuve d'écoute active. Deuxième méthode, c'est la méthode DESC. On décrit la situation de façon neutre, on reste sur les faits. Par exemple, j'ai remarqué pour que nos réunions elles commencent toujours en retard. Oui. C'est factuel. La réunion, elle a commencé en retard. Wow. On exprime son ressenti. En c'est d'expliquer en quoi ça nous dérange. Donc, du coup, ça me dérange que les réunions commencent toujours en retard puisque tu décales. Ça décale mon planning ou ce que j'ai prévu de faire après. Voilà ce que je ressens par rapport à l'événement. Le S, pour spécifier une demande claire, là, on demande, est-ce que ça serait possible de respecter l'horaire prévu? Et en C, conclure de façon positive avec permettre, par exemple, dire, cela pourra permettre à tout le monde d'être plus efficace et respecter, du coup, le planning de tout un chacun. Elle n'applique pas cette méthode-là, c'est ça. Tu as vu des regards vers toi? Non, moi, je n'ai rien vu. On va créer un conflit, là. Non, pas du tout. Dernière méthode, le recadrage positif. Ça revient un peu. Il y a un recadrage quand même. Ben oui, si ça ne va pas au travail, le comportement du collègue ou du collègue ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut de temps en temps, recadrer, mais de façon positive. Quand je dis positive, c'est qu'on n'est pas juste là à l'accuser de ne pas faire correctement son travail ou à négliger quelque chose. On essaie de savoir
ce qui ne va pas pour lui. Est-ce que peut-être il a besoin d'aide sur quelque chose? Parce que des fois, il ne réalise pas bien une tâche qu'on lui a demandé de faire, mais peut-être qu'il n'a pas l'expérience ou l'expertise pour réaliser la tâche. Et il faudrait juste lui demander, mais qu'est-ce qu'il te manque? Ou est-ce que je peux t'apporter mon aide pour faire en sorte que cette tâche elle soit réalisée correctement? Pourquoi elle va refuser ton aide? That is the question. La bonne question. La bonne question. Oui. Comment tu as proposé ton aide? Là, c'est la question suivante, du coup. Parce que du coup, si elle refuse, c'est qu'il y a quelque chose avant, un conflit latent. Donc, il faut remonter plus loin? Ah ben, il faut remonter plus loin. Il faut lancer la discussion et rester factuel. D'accord. Bon, c'est vraiment un changement de perspective qui peut faire toute la différence, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. En fait, il faut juste reconnaître les signes, adopter la bonne posture, et puis ensuite, on peut réussir à désamorcer. Donc, la cause du conflit, finalement, c'est quoi? De la frustration, un ressenti ou un problème d'interprétation. Et il faut repérer ça très tôt? On peut le repérer très tôt. Il suffit d'observer, en fait, les personnes. Mais alors, si on écoute ce que tu dis, il n'y aurait jamais eu de guerre nulle part. Parce que les conflits sont des guerres encore plus graves. À la théo. Oui, sauf que là, des fois, dans les guerres, c'est des prises de position, c'est des prises de pouvoir. Là, c'est autre chose. C'est pas tout à fait pareil. Ouais. Là, des fois, il n'y a réellement, il n'y a pas forcément de conflit. Dans une entreprise, il y a un syndicat qui pose un problème au patron, etc. Le patron essaie d'appliquer ça. Quelquefois, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'ils ont vraiment posé le problème jusqu'au fond? Est-ce que tout le monde a toutes les informations nécessaires pour voir comment ce problème peut être résolu? Ça aussi, c'est un problème, effectivement. Donc, non, mais Non, mais oui, mais il y a des solutions. Et oui, effectivement, il y a des solutions, on peut désamorcer avant que ça n'explose. Surtout en interne, il faut essayer de désamorcer les conflits. Ça, je pense que c'est nécessaire. Oui. Et donc, mais c'est un vrai travail de professionnel. Tout à fait. Oui, il faut être accompagné à ce moment-là. On peut être accompagné et je suis là pour ça. Oui, c'est ça, c'est le rôle de l'accompagnateur. En tout cas, merci pour ces conseils. Si vous avez besoin de savoir plus, vous prenez contact avec Madame Rosier. C'est quoi le téléphone? Le 06 90 52 02 41. Il paraît dans le générique. Voilà. Merci, il est déjà 13h48. Rappel des titres avec Iman News. Oui, au niveau des titres, on a parlé de la mobilisation au lycée de Sainte-Anne contre la fermeture des classes. On a aussi évoqué la sensibilisation à la sécurité des citoyens par le groupe Nation. Il était question du carnaval puisque l'élection d'un prince et princesse du carnaval a eu lieu. On est revenu sur la célébration de la centenaire de Sainte-Anne Manloulou et nous sommes allés à Paris pour l'interview de Jean-Philippe Courtois qui annonçait l'inauguration au mois de juin de la Maison de la Guadeloupe à Paris. Et sur la distillerie, plusieurs distilleries de Guadeloupe, on viendra dessus, sur la 2e édition du Mondial du Rhum. Il sera question de ça demain. Voilà. Eh bien, on vous remercie de votre attention. Nous serons encore avec vous demain. Demain, il y a quelque chose de particulier, il faut le dire. Ah oui, demain, il ne faut pas rater le débat sur les smartphones et les enfants. Donc, entre modernité et risque, on parlera de tout ça avec Karine Louisy, donc thérapeute, avec Natacha Mélon, qui est représentante des parents d'élèves, et avec Magali Marcin, donc notre élue au numérique, mais aussi chroniqueuse du ZCL. Voilà, c'est un débat qu'il ne faut absolument pas rater. Ce sera demain à partir de 12h30 ou 13h? 12h30. 12h30, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. La réalisation a été assurée par Daniel avec le soutien de Satiam. Et puis on remercie tous ces gens qui sont venus avec nous aujourd'hui. Amélie Belfort, chargée de projet Contrat Pays pour annoncer le village qui aura lieu à Marie-Galante, à partir de jeudi et vendredi. Elle est venue avec Véronique Magloire, directrice insertion pour l'emploi, qui a parlé des tiers-lieux et de tous les tiers-lieux qui sont en Guadeloupe. Et pour ça, il y avait Fred Citadel, qui est le président du réseau de tiers-lieux, qui s'appelle la COU Guadeloupe. Officiellement, il y a 12 tiers-lieux, mais il y en a beaucoup plus qui ne sont pas encore officiellement nommés. Il y a même un en formation. On a l'occasion d'y revenir. On a reçu aussi Cyprien Vial et Théo Christine pour le film Magma, qui sort le 21 dans toutes les salles en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et qui sortira en France vers le 25. Et on vient de terminer avec Sylvie Rosier, qui nous a dit comment gérer les conflits, comment reconnaître les premiers signes et surtout les désamorcer pour éviter que entre des mondes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, pareil, 12h30
avec Iman et ses invités pour le débat sur les smartphones. Comment faire pour que vos enfants ne soient pas addicts des smartphones. À demain.